Alors, il faut évidemment parler d'un point extrêmement important, c'est celui de l'efficacité thérapeutique. Oui. Alors, il y a eu le rapport de l'INSERM de 2004 qui a été, comment dire, étouffé, censuré, enfin, vous nous en parlerez. Oui. Et où en est maintenant la connaissance scientifique quant à l'efficacité thérapeutique de la psychanalyse et quelles sont les évolutions sur ce point-là depuis le rapport de l'INSERM de 2004 ? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux travaux ? Au début de l'histoire de la psychanalyse, enfin pas tout à fait au début, mais dans les années 20, il y a eu des statistiques sur les résultats. Oui, vous en parlez. Notamment à l'Institut de Berlin, etc. Bon, alors après, on a laissé un peu tomber ça, mais ce rapport de l'INSERM a fait l'effet d'une bombe, en quelque sorte, parce que non seulement il disait bon, la psychanalyse n'est pas très efficace, mais les thérapies comportementales le sont davantage. Donc le rapport comparait trois... Oui, ils avaient comparé donc la psychanalyse, les thérapies familiales systémiques et les TCC, les thérapies comportementales cognitives. Alors, il y a des psychanalystes comme en Angleterre, Fonagy et tout ça, qui essayent de travailler quand même scientifiquement envers et contre tout, et qui reconnaissent que les résultats ne sont pas brillants. Alors, tout dépend du type de trouble. Comme en médecine, eh bien, en psychologie, en psychothérapie, il y a des choses qu'on traite bien, des choses qu'on traite pas bien, et des choses qu'on ne parvient absolument pas à guérir, à traiter. Alors, les thérapies comportementales traitent très bien, par exemple, les phobies. C'est très facile à traiter. Et ça, les psychanalystes ne réussissent pas. Freud lui-même, dans un article de 1919, dit que pour traiter l'agoraphobie, il faut pousser les gens dehors. Il dit quand ils ont peur de sortir, il faut absolument qu'ils se confrontent à la réalité. Pas de façon progressive, c'est directement... Oui, ça il ne dit pas, mais ça les comportementalistes ajoutent. Et il y a un de ses disciples, Alexandre Herzberg, qui a pris ça au sérieux. Donc, on pourrait dire les premières thérapies comportementales de phobie, où on confronte les gens à des situations qui leur font peur de manière très progressive, c'est un psychanalyste, Alexandre Herzberg, qui fait ça dans les années 40-50, et qui vient à Londres, et Eysenck, qui est un des promoteurs de TCC, il trouve l'idée chez un psychanalyste, mais qui est resté psychanalyste jusqu'à sa mort. Il est mort en 1945, malheureusement. Et s'il avait vécu plus tard, peut-être qu'on l'aurait conseillé comme un des pères fondateurs du comportementalisme. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a tout de même des indications de la psychanalyse ? Moi, je pense que, d'abord, comme je l'ai dit là tantôt, le mot psychanalyste recouvre des pratiques très différentes. J'ai même entendu des personnes me dire, au fond, maintenant je viens chez vous, je trouve que ce n'est pas tellement différent de ce que je faisais avec mon psychanalyste, parce que justement les psychanalystes les poussaient aussi à faire des expériences, etc. Donc il y a des psychanalystes qui ont intégré des oui, qui ne prennent pas les choses à la lettre, ou en tout cas qui ne font pas comme des lacaniens, qui n'ouvrent pas la bouche. Donc c'est, si vous voulez, une grande famille avec des pratiques très différentes dès le début. Ferenczi, justement, faisait déjà des thérapies actives, etc. Bellac, aux États-Unis, confrontait les gens à ce qui leur faisait peur. Et bon. Donc, quand on dit les psychanalystes, il faudrait distinguer les espèces. Alors, mais globalement, je pense que la psychanalyse, qui parle beaucoup de sexe, eh bien, elle est utile pour des personnes, par exemple, qui ont des difficultés sexuelles, en particulier de l'inhibition des gènes sexuels à l'égard, je ne sais pas, la masturbation, des pratiques sexuelles, etc. Je pense qu'elle est totalement inefficace dans le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui les paraphilies ou les perversions. Si quelqu'un est pédophile, je ne pense pas que par une psychanalyse, il va commencer à s'intéresser à des partenaires de son âge et plus du tout aux autres. Mais donc, alors, il y a des psychanalystes qui vont aider les gens dans leurs conflits interpersonnels, familiaux et tout ça. Donc, il y a des psychanalystes, auxquels moi j'enverrais bien, des membres de la famille, parce que je sais, ce sont des gens qui sont pleins de bon sens, ils ont une formation psychanalytique, mais ils ont intégré beaucoup de choses, ils donnent des bons conseils, etc. Ils se sont documentés sur... Oui, donc voilà. Mais je pense que les psychanalystes qui travaillent de manière rigoureusement freudienne ou lacanienne, eux, ils n'ont pas beaucoup de bons résultats et ils ont des détériorations.
Par exemple, je pense que la psychanalyse est inefficace pour les troubles obsessionnels compulsifs, parce que là aussi, il faut aider les gens à résister à leur rituel. Enfin, c'est toute une histoire dont on peut parler. Là où la psychanalyse est franchement nuisible, c'est dans le cas de la dépression. Parce que le déprimé est quelqu'un qui ressasse, qui rumine. Et qu'est-ce qu'on fait dans une psychanalyse? C'est ressasser, ruminer. Et donc les gens qui sont déprimés et qui vont à la psychanalyse, ils vont se détériorer la plupart du temps. Sauf s'ils sont, comme le mot loup, maniaco-dépressifs et qu'à un certain moment, puis ils ressortent tout naturellement de leur dépression, quitte à devenir alors éventuellement maniaque au sens psychiatrique, c'est-à-dire très excité, ou de nouveau normotimique, c'est-à-dire d'une humeur normale. Mais donc, il faut savoir aussi que comme il y a des traitements médicaux qui font du tort, eh bien, la psychanalyse fait du tort, notamment dans le cas de dépression. C'est tout à fait une contre-indication. Je pense qu'on ne le dit pas suffisamment. Il y a des psychanalystes qui le savent. D'ailleurs, mon ancien patron, Jacques Scott, lui, quand les gens étaient déprimés, c'était l'époque où on prescrivait du tofranil. Il était ami d'ailleurs de Roland Kuhn qui avait trouvé ce remède. Il disait il faut donner du tofranil, il faut donner des antidépresseurs et pas faire de psychanalyse. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez me rappeler en 2 mots ce qui s'est passé avec le rapport de l'INSERM? Parce que l'opposition qu'il a suscité, les psychanalystes qui ont exigé son retrait du site de l'INSERM, oui. on peut le lire facilement aujourd'hui, hein, mais oui. À l'époque, il y a eu vraiment du lobbying. Oui, alors donc des groupes de patients ont demandé que l'INSERM, donc l'Institut national pour la santé, la médecine, la recherche, fasse une étude systématique. Alors, ils n'ont pas fait eux-mêmes des comparaisons systématiques de traitement, comme on l'a fait essentiellement aux États-Unis, aux Pays-Bas, enfin, où là, dans un même établissement, des patients étaient répartis, par exemple, dans 2 ou 3 groupes, traités par la méthode rogerienne, comportementale, psychanalytique, etc. Et on voyait l'évolution en sachant que c'était à peu près les mêmes pathologies. Et Alors, ce n'est pas ça qui a été fait. Le travail de l'INSERM a été une méta-analyse où on a repris compilé à peu près 1 millier de travaux en sélectionnant des travaux qui paraissaient convenables. Et finalement, il y avait peu d'études psychanalytiques là-dedans. Il y avait surtout des études comportementales. C'était Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Santé à l'époque. Oui, alors le ministre Douste-Blazy, lorsque ce rapport est paru, il semble qu'il ait été invité par Jacques-Alain Miller à dîner, etc. Et il est allé à un congrès ou à un colloque, enfin on a parlé de ce rapport, il a dit, eh bien, je vais le supprimer, il ne sera plus sur Internet comme ça. Il a dit ça, il a été ovationné, évidemment, par les lacaniens qu'il avait devant lui. Ce qui a provoqué quand même une onde de choc, on en a même parlé à l'étranger, enfin en dehors de la France, etc., de la censure de ce rapport. Bon, qui, bien sûr, n'est pas parfait, c'est une méta-analyse, et tout ça est un peu à peu près comme quand on fait des études sur les médicaments, des études pharmacologiques, donc on n'est pas dans une science rigoureuse, mais globalement, je pense que ce rapport montrait quand même que les thérapies comportementales, c'est un fait, en tout cas c'est mon expérience depuis des années, traitent facilement les attaques de panique, les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est déjà plus compliqué évidemment. Bon alors, les dépendances, ça évidemment... ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est souvent beaucoup plus compliqué avec des rechutes. Mais donc, là où, par exemple, les TCC ont des résultats, les psychanalystes n'en ont pas. Parce que l'efficacité, elle est relative. En fait, avec tout, on peut trouver des cas qui ont marché. Que ce soit avec l'homéopathie, avec la scientologie, avec des gens qui ont fait un pèlerinage, il ne faut même pas aller jusqu'à Lourdes, enfin, bon, qui ont prié devant un cierge, qui se sont sentis mieux, etc. Enfin... Ma mère avait une amie qui est allée comme ça
voir un prêtre catholique guérisseur, elle avait mal au dos, elle avait mal à la tête, il a imposé les mains, elle est revenue, elle n'avait plus mal à la tête. Malheureusement, elle avait encore mal au dos. Et, elle croyait quand même, hein, c'était dommage qu'elle n'avait pas été guérie de deux à la fois, mais elle était déjà contente, elle avait quand même déjà été guérie de sa tête. Donc, oui, c'est vrai, il y a une série... Là, vous parlez d'effet placebo. Oui, il y a effectivement, et l'effet placebo, ça guérit beaucoup de choses, hein, pas le cancer, mais ça aide à faire disparaître des céphalées, des maux de dos, enfin une série de choses comme ça, parce que les gens deviennent plus attentifs aussi à des petites améliorations, ils modifient leur perception des choses, et même il semble qu'il y ait des effets physiologiques de l'effet placebo, qu'on va produire aussi, des endorphines et tout ça, à la suite de croyances. L'effet placebo qui, je crois, fonctionne également sur les animaux non humains. Oui, effectivement, si un animal a eu des injections qui lui ont fait du bien, si on injecte encore, mais alors cette fois-ci simplement de l'eau salée, ils vont un peu mieux aussi parce que c'est un peu la même procédure. Donc il y a un peu des effets de croyance, en quelque sorte, chez les mammifères, chez nos amis les animaux. Donc, tout le monde obtient des résultats, en particulier les gens qui n'ont pas vraiment besoin de troubles. Parce que ce qui est une part importante de la clientèle des psychanalystes, c'est des gens qui ne sont pas réellement perturbés, ou pas fort perturbés. Enfin oui, ils sont parfois perturbés, mais alors ils vont trouver dans cette psychanalyse quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, 2 fois, 3 fois par semaine, ou enfin peu importe, chaque fois, pendant un temps, si c'est un lacanien, ça peut être un peu court, mais enfin, s'ils vont chez un psychanalyste orthodoxe, c'est 45 minutes ou 50. Et alors, ils peuvent dire n'importe quoi, ils sont écoutés avec respect par un expert, qui trouve toujours qu'il y a là quelque chose d'intéressant et qui ponctue cette conversation, enfin ce vent de parole approbateur et qui de temps en temps fait une remarque parfois intéressante et il y a parfois des choses qui changent, parfois des idées qui naissent, on dit mais oui après tout, mais c'est ça qu'il faudrait faire, nom d'une pipe, je n'y avais jamais pensé. En plus, si ce sont des gens qui travaillent beaucoup, des hommes politiques, des managers ou des artistes, par exemple, qui vraiment mènent une grande carrière, c'est l'occasion aussi d'être détendu sur un divan cool ou dans un bon fauteuil. Et donc on peut raconter ce qu'on veut, on est écouté avec respect, on a l'impression vraiment d'être écouté, si pas aimé. Hein, beaucoup de gens croient qu'ils sont aimés de leur psychanalyste, ce qui est une douce illusion, je pense. Enfin, il arrive même que des psychanalystes finissent par tomber amoureux de leur analysé. Soit, ils sont écoutés davantage qu'ils le sont que par n'importe qui d'autre. Même le conjoint ne vous écoute pas comme ça. Quand vous parlez, votre conjoint vous interrompt en disant « Ah, mais moi aussi, tu sais, tu parles de ton travail, mais tu devrais un peu voir, moi. » Ou vous parlez avec un ami de vos bobos, il dit « Oh là là, mais moi je connais quelqu'un d'autre qui... » Chez le psychanalyste, non. C'est vous qui parlez à perte de vue et vous avez l'impression que tout ce que vous dites est intéressant, il vous approuve, etc. C'est une expérience fabuleuse. Vous payez et vous avez vos séances à heure fixe. Voilà. Il faut peut-être dire aussi que la clientèle type des psychanalystes, c'est ce qu'on appelle les Jarvis, c'est ça? Ah oui, oui. Alors Jarvis, c'est donc Y, Young. Young, attractive, rich, verbal, intelligent and successful. C'est ça, hein? Attractive, donc séduisant. Oui, oui, oui. Effectivement, écoutez... Et il faudrait ajouter blanche aussi, parce que c'est très majoritairement blanche. Très majoritairement. Mais regardez des gens qui, à la télévision, font la promotion de la psychanalyse, c'est des gens comme Carla Bruni, qui dit « Je suis une adepte absolue, depuis 10 ans, je fais de la psychanalyse plusieurs fois par semaine. » Ou bien comme Lucchini, il dit « Moi, ça fait 40 ans que je suis en psychanalyse, et il en est très fier. Hein. Il ne dit pas « Il n'y a pas 40 ans que je suis en traitement psychiatrique pour mes nerfs. » Non, il dit 40 ans où
voilà. 40 ans de dialogue. De dialogue, d'approfondissement, où je me connais mieux, où je fais l'expérience fabuleuse de mon moi profond, etc. Ils s'en vantent. Donc, c'est faire subir un traitement psychiatrique, c'est quelque chose dont les gens ont honte en général. Mais faire une psychanalyse, c'est quelque chose qui les valorise. Les gens sont très fiers. Dans certains milieux, c'est valorisant. Oui. Tout à fait. Dans l'intelligentsia, c'est tout à fait comme il faut. Dans les dîners en ville. Alors, juste une petite chose, j'ai vu récemment, pour préparer cet entretien, une conférence de Joel Swensen, qui est un professeur de psychologie spécialisé dans les TCC, conférence que je recommande, qui a été donnée pour la chaîne YouTube La Tronche en Biais. C'était à Nancy très récemment, le 10 janvier 2018. Et donc cette conférence est très, très intéressante et percutante, et ça rejoint de nombreux points que vous avancez vous-même. Mais il dit à un moment, ce qui m'a un petit peu surpris, mais je pense savoir pourquoi il a dit ça, que la psychanalyse peut convenir à certains patients. Alors, comme il n'a pas eu le temps de tellement développer dans cette conférence, alors est-ce que a priori il avait en tête ce qu'on appelle les facteurs non spécifiques? Oui, c'est ce que je disais là tantôt. Hein. Pour un certain type de personnes, tout marche. Et ce qu'on appelle les facteurs thérapeutiques communs aux thérapies ou non spécifiques, c'est le fait d'être écouté avec une certaine empathie, d'avoir le sentiment d'être compris, d'avoir de l'espoir que ça va mieux, d'avoir des idées nouvelles qui viennent grâce au thérapeute ou bien dans ce qu'on explique soi-même. Il vient parfois des idées. Donc ce sont des facteurs qu'on retrouve dans toutes les thérapies et que notamment un ancien psychanalyste qui a fondé alors en quelque sorte sa propre école, Carl Rogers, a bien mis en évidence. Donc Carl Rogers dit voilà, ce qui est fondamental pour obtenir des résultats en psychothérapie, c'est qu'il y ait une certaine empathie, que le patient le sentiment d'une compréhension empathique et que aussi il a le sentiment d'être accepté fondamentalement en tant que personne. Ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'il fait. On peut être en désaccord avec certains de ses comportements concrets, mais il doit avoir le sentiment qu'il peut tout dire et qu'il sera de toute façon accepté en tant que personne. Alors ça, vous avez effectivement dans la plupart des thérapies, aussi dans du coaching, etc. Donc c'est pour ça que... Ça explique que certaines personnes qui ne sont pas des analystes disent oui, qui sont peut-être réceptives à certaines critiques, disent oui, mais ça marche pour moi, ou ça marche pour tel ou tel proche. Oui, bien sûr. Ah oui, mais ça, c'est évident, c'est pas une illusion. Moi, je dis volontiers, écoutez, si vous n'avez pas des problèmes importants, si vous n'avez pas des obsessions graves, si vous n'êtes pas agoraphobe, etc., si vous n'avez pas des problèmes sérieux, alors allez chez n'importe quel psy, du moment qu'il est honnête, qu'il soit pas trop cher et qu'il habite près de chez vous. Et avec un peu de chance, ça ira mieux. Alors, si vous avez un problème sérieux, alors je vais essayer de vous trouver le nom d'un bon comportementaliste ou d'un bon psychiatre, parce que vous avez peut-être besoin de médicaments aussi. Donc oui, à un certain niveau, tout marche. Et alors, il y a des gens qui restent très longtemps. Vous connaissez, comme tout le monde, des gens qui sont en psychanalyse depuis, j'ai cité le cas de Loukine, 40 ans, mais des gens qui restent parce que ça fait partie de leur vie. Et aussi parce qu'ils croient qu'ils vont finir par un beau jour être transformés. Et ça, c'est une illusion. C'est un peu... Enfin, si, il y a des gens qui parfois sont... C'est tout à fait comparable à la machine à sous. Alors, si vous jouez à la machine à sous, vous avez chaque fois des petites récompenses. Alors, dans une psychanalyse aussi, vous avez régulièrement des petites satisfactions. Vous sortez de votre séance, vous dites « Ah, mais maintenant j'ai quand même compris des tas de choses. » Vous avez des pépites. Et donc alors, vous avez beaucoup investi là-dedans, de plus en plus avec le temps. Et alors, vous dites « Si maintenant j'arrête, alors je perds le bénéfice. » Et je n'ai pas encore touché le gros lot. Ou bien, j'ai investi beaucoup et je voudrais quand même récupérer la mise. Ça, c'est ce que disent les gens qui vont au casino, qui, pour les machines à sous, ils espèrent qu'à un moment donné, ils vont se refaire. Je vais me refaire. Je vais brusquement revoir tout ce que j'ai déjà dépensé, tout ce que j'ai investi. Et c'est un peu le même processus pour les gens qui continuent indéfiniment la psychanalyse. Ils disent, oui, un beau jour, quand même,
je vais vraiment comprendre, je vais retrouver le souvenir, je vais retrouver le fantasme, c'est ce truc qui me fait souffrir, qui est toujours là, dont je rêve, etc. Et alors la vie sera complètement modifiée. Et ça arrive, mais c'est rare. Ça arrive comme il y a des gens qui brusquement le jackpot au casino. Alors ça sonne, tout le monde vient voir, il a tout ce qu'il y avait dans la machine. Et donc il y a des gens qui vous disent, moi j'ai été transformé par la psychanalyse. Moi je veux bien les croire que brusquement vous avez une autre perception des choses. Il y a un basculement de votre vision. De ce que vous étiez, ouais, ça peut arriver. Et alors, qu'est-ce qu'il convient de conseiller aux personnes qui sont analysées depuis très longtemps, sans amélioration notable, voire avec une dégradation de leur état, mais qui ont développé une dépendance vis-à-vis de la psychanalyse? Enfin, oui. C'est les cas les plus pénibles, en fait, quand on a un proche qui est dans cette situation-là et qu'on ne sait pas trop quoi. Oui, écoutez, quand les gens sont détériorés, ne vont pas bien, ils ne sont plus capables de prendre des décisions et de couper le fil, ça devient plus difficile. Prendre des décisions, notamment de rupture, que ce soit avec le psychanalyste auquel on s'est attaché, ou il y a quand même des liens affectifs, même parfois assez forts, qui se sont développés, c'est une décision qui demande de l'énergie mentale. Donc ce n'est pas si facile que ça. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens arrêtent? Moi j'ai eu, depuis mon livre Les illusions de la psychanalyse, et plus encore après le livre noir, des mails de gens qui disent, ben voilà, j'ai arrêté grâce à vous, etc., ou grâce au livre noir, et tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ont changé? C'est qu'ils en avaient vraiment marre aussi de voir que ça ne marchait pas, et que le problème n'était pas tellement chez eux, mais résidait dans la méthode. Parce que, voilà, si vous êtes malade, en prenant une comparaison avec la maladie somatique, et qu'on vous dit, voilà, un bon médicament, c'est vraiment le médicament, c'est la Rolls-Royce des traitements, c'est cher, c'est long, c'est douloureux, mais c'est vraiment le top, vous prenez ça, vous n'allez pas mieux, alors qu'est-ce que vous dites? Mon problème est très profond. Il y a des expériences d'ailleurs de psychologie qui montrent cela, que quand les gens ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes et qu'on leur donne des médicaments en disant c'est vraiment ça, par exemple des gens qui ont des insomnies, etc., ils ne dorment pas alors qu'en fait c'est un placebo, alors que les choses s'aggravent. Et on a la même chose donc en psychothérapie, et la personne dit mais enfin voilà, j'ai déjà dépensé l'équivalent d'un appartement, d'une voiture, de ceci et tout ça, je vais toujours pas mieux, donc mon problème doit être grave. Et elle n'ose pas se dire mais peut-être que la procédure est mauvaise. Or, quand alors des personnes voient qu'il y a des gens compétents ou soi-disant compétents, enfin mon bouquin, Les illusions de la psychanalyse, j'étais seul à écrire, alors les gens pouvaient se dire oui voilà, ce type-là a un problème avec mais avec le livre noir on était quand même 40. Et tous les gens qui étaient tous professeurs d'université, enfin qui avaient travaillé aux archives Freud, etc. Donc là, alors, les gens disent oui, alors ceux-là disent que peut-être que la méthode n'est pas bonne et que je pourrais peut-être essayer autre chose. Donc la lecture, l'information est primordiale et donc si vous n'avez pas une information sur une alternative, vous ne changez pas. Donc c'est pour ça que vous faites maintenant un travail très utile pour des gens qui sont peut-être empêtrés dans cette psychanalyse, c'est qu'au moins ils sont informés, à eux alors de décider. Mais c'est la vue de films, etc. Par exemple, je sais aussi que l'interview qu'a fait Sophie Robert de 4 déconvertis de la psychanalyse a eu aussi un impact. Elle m'envoie régulièrement des mails de personnes qui disent c'est une révélation, ou des étudiants qui disent mais dans mon université, moi je n'ai entendu parler que de psychanalyse et maintenant je vois à quel point c'est problématique, on ne me l'avait jamais expliqué.
Et donc ça provoque quand même un choc. Alors, la psychanalyse, est-ce qu'elle va perdurer longtemps, notamment en France, puisque c'est surtout là et en Argentine? Oui, je crois que ça va durer longtemps parce qu'il y a quand même des milliers de psychanalystes qui font tout pour garder leur job. En particulier, ces lacaniens qui n'ont même pas de diplôme de psychologue ou de psychiatre, qui sont à la base philosophes, travailleurs sociaux, infirmières, tout ce que vous voulez, des professions évidemment respectables, mais ils fonctionnent comme psychanalystes. Et ils tiennent à garder ce statut-là. Plutôt que de redevenir éducateur avec des enfants délinquants ou que sais-je. Hein. Alors eux, ils vont se battre par tous les moyens possibles pour maintenir. Mais la moyenne d'âge des psychanalystes en France est quand même assez élevée, non? Oui, quand même que oui. Alors, effectivement, je pense qu'à très long terme, ça va changer. Bon, ça va rester comme l'homéopathie reste, comme des tas d'autres choses, reste comme la religion, les religions, aussi bien musulmanes, catholiques, toutes les religions vont encore durer, je pense, assez longtemps. Enfin, le catholicisme, lui, il est en train de battre de l'aile, en tout cas en Belgique. Donc, ce qui va diminuer l'impact de la psychanalyse, et on le voit très bien dans d'autres pays, c'est par exemple aux États-Unis, dans les milieux universitaires, ce qui est devenu un grand ennemi de la psychanalyse, ou une grande alternative, c'est la pleine conscience et les techniques de méditation. Autrefois, les gens allaient 3-4 fois sur un divan. Maintenant, ils se mettent en position de lotus et ils méditent. Hein, et ils trouvent que ça leur fait aussi du bien. Alors, il y a donc la méditation, il y a l'hypnose qui reprend du poil de la bête. Hein. L'an passé, ou il y a 2 ans, il y a un tout grand congrès à Paris, il y avait 2000 personnes, je crois, ou quelque chose comme ça. Les formations se sont beaucoup développées. Les formations se sont multipliées. Enfin, il y a, dans les hôpitaux, enfin, on utilise comme aide à l'anesthésie locale. Bon. Et puis, il y a le coaching. Les gens disent, ah, mais ça, c'est beaucoup plus pratique, voilà. Je ne savais plus où j'en étais, et le coach m'a aidé à formuler mes objectifs et à me booster, etc. Et puis il y a les TCC, qui sont devenus, par exemple, aux Pays-Bas, la psychothérapie par excellence. Aux Pays-Bas, il y a 3000 comportementalistes, il y en a un peu plus de 1000 en France. Alors vous voyez, dans ce petit pays de 15 millions d'habitants, vous voyez à quel point, là, les thérapies comportementales se sont véritablement développées et ont pris tout le terrain. Les psychanalystes qui savent ça se disent « Oh là là, il ne faut pas que ça devienne ici comme là-bas dans le Nord, hein, ou même dans les pays nordiques aussi ». Donc les choses vont changer probablement, notamment parce qu'il y a des alternatives que je viens de citer, parce que les gens aussi maintenant osent critiquer la psychanalyse, ceux qui autrefois ont passé pour un idiot. J'ai fait une conférence avant d'écrire, au début que j'écrivais les idiots dans la psychanalyse, en 1979, j'ai fait une conférence à l'université de Louvain, et on avait mis des affiches. Et j'ai eu des collègues qui m'ont téléphoné, notamment une collègue qui m'aimait beaucoup, qui m'a dit « Jacques, tu vas faire cette conférence qui s'intitulait « Les illusions de la psychanalyse ». Elle m'a dit « Mais tu vas définitivement te discréditer. Est-ce que tu te rends compte que tu vas avoir une réputation, mais tu vas définitivement passer pour un crétin ?» Aujourd'hui, on peut critiquer la psychanalyse, on ne passe plus pour un crétin, on passe éventuellement pour antisémite ou pour... Enfin, je ne sais plus si... En tout cas, dans mon université, la critique de la psychanalyse, ça ne fait plus de problème. Et d'ailleurs, les thérapies comportementales ont très largement pris la place. Donc les choses changent manifestement, mais la psychanalyse a encore de beaux jours devant elle. Et notamment grâce à l'influence qu'elle a dans les milieux médiatiques et culturels. C'est ça, oui. C'est un autre aspect. Oui, oui. Elle est très prisée dans ces milieux, chez les artistes aussi. Certains considèrent que c'est une ressource intéressante pour leur art. Alors, comment expliquer ce pouvoir d'attraction sur les milieux culturels, médiatiques, artistiques? Ouais, c'est grâce à Lacan, hein, parce que s'il n'y avait pas eu Lacan, et si la psychanalyse était restée quand même une discipline très proche de la médecine, de la thérapie, rien que ça, mais avec Lacan qui s'est très peu occupé de clinique, hein, et pas du tout de technique. La seule chose au plan technique qu'il a innové, c'est les séances à durée minuscule.
Mais donc, il n'a rien apporté de vraiment neuf au niveau de la clinique, je crois. Je ne pense pas que les lacaniens puissent mieux traiter que les non-lacaniens leurs patients. Mais ce qu'a fait Lacan, c'est essentiellement de l'espèce de philosophie. Il a parlé Edgar Poe, Sade, Kant, enfin, il a fait de la philo. C'est un peu grisant. Et donc, il a communiqué avec les philosophes, et les philosophes aussi, dans un bon nombre, sont devenus psychanalystes, aussi des théologiens. En fait, quand Lacan a eu son succès, c'est aussi au moment où l'Église s'est vidée, pour une part. Des noms éminents de psychanalystes, comme par exemple François Voustan, c'est un ancien jésuite, il y en a d'autres, donc des anciens prêtres, des anciens jésuites, qui donc ont alors fait de la philo, de la littérature, et ont, grâce au concept lacanien, philosophique, littéraire et tout ça, ont accepté des interviews sur n'importe quel sujet. Quand moi j'ai publié Les illusions de la psychanalyse, j'ai été souvent interviewé sur ce sujet, et même encore après, mais pas sur beaucoup d'autres sujets. Et puis on m'a dit, tiens, est-ce qu'on peut vous interviewer sur, je ne sais pas, la délinquance, ceci, etc. Alors moi j'ai souvent dit non, écoutez, moi, je n'ai rien de pertinent à dire là-dessus. Ce que je vais vous raconter, c'est ce qui se trouve dans les livres, parce que je n'ai pas d'expérience clinique de ce genre de problème, je n'ai pas d'expérience, etc. Parler d'art, parler de théâtre, etc. Les psychanalystes, ils sont tout le temps partants. Vous trouvez toujours, pour n'importe quel sujet, à Paris, un psychanalyste qui est prêt à vous parler C'est d'ailleurs ce que fait Claude Almos sur France Info, puisque oui. Ça, c'est quand même un peu choquant que la seule et unique référente psy de France Info, qui est quand même une chaîne du service public, une chaîne d'information du service public, c'est Claude Almos, une psychanalyste, et qui, chaque semaine, s'exprime sur un sujet différent, il y a toujours quelque chose à dire, et il n'y a pas de concurrence pour elle. C'est France Info. Pour la psychologie, c'est la psychanalyse. Oui, oui. Bah, on a la même chose avec le cas de Mme Roudinesco, hein, pour Le Monde. À l'époque où Roland Jacquard écrivait dans Le Monde des livres, Roland Jacquard, qui avait une formation de psychanalyste, avait sa thèse sous Mélanie Klein, donc il était tout à fait gagné à la psychanalyse. C'est quelqu'un qui avait beaucoup évolué, qui s'intéressait de plus en plus à la psychologie scientifique. Il a d'ailleurs fait un compte-rendu assez élogieux des illusions de la psychanalyse, non pas dans Le Monde des livres, mais dans le monde diplomatique, parce qu'il paraît que dans Le Monde des livres, c'était impossible. J'ai eu l'occasion d'ailleurs même de le rencontrer quand il est venu en Belgique. Et donc, avec Roland Jacquard, on avait quand même... il était question de différents courants de la psychologie. Avec Roudinesco, elle patronne ce qui se fait en matière psy dans le monde, et il faut savoir qu'elle ne connaît rien de la psychologie scientifique à ce sujet. Enfin, j'ai écrit plusieurs fois sur elle. Hein, elle sait bien que nous sommes des Vous avez souhaité débattre avec elle aussi au moment de Alors, j'ai souhaité débattre avec elle, ce qu'elle elle a refusé en disant que, comme j'avais fait un compte-rendu de Benesto, j'étais sûrement antisémite, par contagion. Je ne savais pas que ça, c'est l'ultime défense. Ça se diffusait comme ça, enfin, soit. Mais elle raconte des choses fausses, même aux yeux des psychanalystes. D'ailleurs, des psychanalystes qui ne prennent pas du tout au sérieux, des historiens de la psychanalyse. Elle embarrasse d'autres psychanalystes. Oui, bien sûr. Si vous interrogez Alain de Mijola ou Borg Jacobsen, qui sont des historiens qui connaissent très très bien toute l'histoire de la psychanalyse, ils vous diront qu'elle raconte une série de bêtises étonnantes. Alors, quand elle parle de la psychologie scientifique, elle en parle rarement, mais... Et surtout, elle refuse le débat. Alors, elle refuse le débat, oui, quand le Nouvel Observateur, avant de publier sa une sur le livre noir et la psychanalyse, en septembre 2005, à la sortie du livre, alors le Nouvel Observateur hésitait un peu, Laurent Geoffrin et tout ça, il avait lu le livre, Ursula Gauthier et tout ça, et donc ils ont téléphoné aux arènes en disant, voilà, on aimerait bien débattre avec un des auteurs du livre noir. Ils ont ajouté Cotreau, nous l'avons déjà pas mal entendu, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un d'autre? Alors, moi, je n'étais pas très chaud pour aller débattre à Paris en tant que petit Belge au Nouvel Obs. Je dis non, mais alors on m'a dit si, Jacques, parce que
Borg Jacobson, il est historien, mais on va aussi parler de psychologie clinique. Hein, et Didier Pleu, alors lui c'est un praticien, mais en réalité il ne connaît pas bien la psychanalyse, alors il n'y a que toi. Bon, alors je suis allé, on m'a téléphoné, on m'a dit avec qui voulez-vous débattre? Je dis écoutez, c'est l'occasion ou jamais de débattre avec Mme Roudinesco. Et alors on m'a téléphoné en disant, Ursula Gauthier m'a téléphoné en disant non, elle ne veut pas, elle dit que voilà, vous avez écrit, etc., un compte-rendu élogieux de Benesto qui est un antisémite. Je dis, moi, j'ai jamais remarqué que dans le livre Mensonges freudiens de Benesto, que c'était antisémite, mais enfin, oui, j'ai fait un... Enfin, bref, elle ne veut pas. Bon. Alors, j'ai demandé à Borg Jacobson, je dis, ben écoute, Roudinesco ne veut pas, alors qui a? Il me dit, mais Alain de Mijola, c'est un véritable historien de la psychanalyse. Demande si, enfin propose, et donc lui il a tout de suite accepté, et l'entretien était extrêmement cordial. Il se fait qu'Alain de Mijola était venu à Louvain à l'époque où j'étais assistant, et qu'à l'époque nous avions beaucoup sympathisé, à l'époque nous étions du même couvent. Et alors quand il m'a vu au Nouvel Obs, il dit « Ah, mais on se connaît bien, nous !» Je dis « Ben oui, effectivement, enfin c'est surtout lui qui m'avait reconnu, moi j'ai mis un peu de temps, il avait bonne mémoire. » Et puis, on était là trop tôt, et puis on s'est mis à bavarder très sympathiquement, et puis l'interview a été vraiment très gentille. Bon, alors j'ai critiqué certaines choses, évidemment, le complexe d'Édipe et tout ça, et lui a exposé son point de vue, et voilà, on s'est quittés amicalement. Amicalement, on a pris des photos, on avait les deux mains comme des chefs d'État. On n'a pas publié celle-là, mais c'était assez amusant de voir à quel point il y avait moyen quand même de bien s'entendre avec un auteur de livre noir. Alors vous avez mentionné le monde diplomatique là il y a un instant. Moi j'ai été assez frappé de trouver dans le numéro de mars 2018 un article de Gérard Pommier qui s'intitule « La médicalisation de l'expérience humaine ». Et c'est vraiment un article qui prend parti pour la psychanalyse, et ça m'a surpris quand même de la part du monde diplomatique d'être aussi tranché sur ce sujet, alors qu'il y a matière à débat. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de publier dans le monde diplomatique ou d'être sollicité. Roland Jacquard, je peux vous donner une photocopie parce que j'ai conservé tout ça à l'époque. Des illusions à la psychanalyse, avec une caricature où on voit un psychanalyste qui vole en l'air et un divan dont sort tous les ressorts, donc le monde diplomatique à l'époque. Mais bon, il faut voir qui est pour l'instant. Et puis, vous savez, il faut aussi remplir les journaux. Moi, j'ai fait partie du comité de rédaction de l'une ou l'autre vue. Et alors, parfois, on est à court d'articles. Il y a des articles qui rentrent. On les fait lire par quelqu'un qui trouve que c'est bien. Et on ne prend pas la peine de chercher quelqu'un qui dit autre chose. Et tout ça passe. Tout ça passe. Il y a d'ailleurs tellement d'informations. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus ce qu'on doit lire. C'est vrai, mais le monde diplomatique, c'est un mensuel. Ils ont le temps de sélectionner soigneusement les articles. Oui, bien sûr. Enfin, je trouve ça un peu décevant parce qu'ils sont rigoureux sur d'autres sujets et là il me semble que mais bon, la psychanalyse c'est pas leur spécialité, hein. Oui, moi j'avais été averti de ça, mais pour ça je suis un peu paresseux. Je n'ai pas j'ai préféré faire l'un ou l'autre article encore sur le blog de Mediapart et surtout sur Pseudosciences, parce que c'est là que je soigne vraiment les articles. Je consacre beaucoup de temps. C'est pas seulement des critiques de la psychanalyse. Je fais des articles sur les phobies, sur les obsessions, sur les colères, sur les traumatismes. Donc ce n'est pas, il ne faut pas croire que je suis un véritable obsédé de la critique. Ça nous amène à la dernière partie de cet entretien qui voilà, est le volet plus psychologie scientifique et TCC.